Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. 2001. C'est ici que se fait la mort de Lego. Ruinés, ils licencient à tour de bras et misent tout ce qu'il leur reste sur des projets peu fiables. Mais alors que Star Wars réussit à faire survivre l'entreprise, une gamme s'apprête à les sauver. Et celle-ci se montre même inattendue. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette ultime partie de la mort de Lego. Aujourd'hui, on va parler Bionicle. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite à cliquer juste ici. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like pour soutenir l'émission. Ah, et aussi, lâcher un don sur Tipeee si vous en avez les moyens. Sur ce, Balle todos! 1998. Lego est noyé dans les dettes et frôle de justesse la faillite. Il se retrouve à licencier 1000 employés, bref, c'est la catastrophe à tous les étages. Et juste 2 secondes, comment on en est arrivé là déjà ? Ah oui, quand même. Pokémon, c'est pas que des peluches, c'est une licence. C'est un univers qui se répand en jeux vidéo, en jeux de cartes, et surtout en séries. En gros, c'est la méthode Musclor, repris par les japonais. Et ils plaisantent zéro. Pokémon a fait gentiment comprendre à l'industrie du jouet qu'il venait d'entrer dans une nouvelle ère. Le jouet moderne, c'est avant tout des licences. Et Lego, le problème c'est qu'à l'époque, ils n'en ont pas. Ils essayent alors d'en créer et ça fonctionne pas. Le conseil d'administration de Lego America se réunit alors. Et bien évidemment, c'est l'ancienne école. Ils ne comprennent plus les tendances actuelles, et c'est un certain Peter Ayo qui propose l'idée suivante. Pourquoi pas nous allier à Star Wars pour une nouvelle gamme ? En effet, en vue de sa prochaine trilogie, George Lucas cherche des entreprises de jouets pour le merchandising. Lego envoie donc une proposition à Lucasfilm qui est acceptée dans la foulée. Et chez Lego, la personne qui sera en charge de ce projet sera Jill Wilfert. Paradoxalement, l'idée du partenariat avec Star Wars ne ravit pas tout le monde dans l'entreprise. En effet, le public de Lego, c'est les enfants. Mais le problème, c'est pas eux, là. Non, c'est la réaction des parents. En Europe, le plus gros marché, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché très conservateur, ce qui amène très souvent à la censure dès qu'un truc les dérange un peu. Et Jill va se battre bec et ongle pour faire accepter le partenariat par le groupe. Pendant ce temps-là, dans les bureaux de l'agence publicitaire Advance, Chris Faber travaille sur son bureau. Lego est l'un des principaux clients de cette agence, et Advance s'occupe de la création de packaging et d'affiches publicitaires pour eux. Et tandis qu'il observait des pièces de Lego technique, il eut une idée. Et si ces pièces pouvaient prendre vie sous forme de personnages humanoïdes. Il propose un premier jet qui s'appelle Cybots. En gros, c'est des figurines Lego mélangées à des pièces moulées en argile. Et regardez-moi ça sérieux, c'est pire que Galidor. Cependant, le projet ne sera pas retenu, pour des raisons évidentes, mais l'idée de l'action figure est gardée par Lego. Et Lego charge Chris de les développer. Et donc, Chris et son équipe travaillent sur son projet dérivé des Lego Technics. Et vous voyez déjà de quoi je parle. Fire Slicer, voici ta mission. Accumuler les cristaux d'énergie, résister aux attaques de Rock Slicer. Bonne chance, Fire Slicer. Hein ? Vous parliez pas de ça, d'accord. Pardon, autant pour moi. Ce truc est sorti en 1999. Ça se vend bien, 100 millions de dollars de recettes la première année, et honnêtement, c'est un miracle que ça ait fonctionné. En effet, lors de la sortie des Slicers, tout Lego Group se ronge les ongles. Il faut comprendre que ce produit est si différent de l'habitude de Lego qu'il est normal d'avoir quelques incertitudes dessus. Le concept, c'est simple. C'est littéralement le Megazord de Power Rangers. Plein de trucs qui fusionnent pour en donner un gros et surpuissant. Et donc, il faut tous les attraper, être le plus déterminé. Vous avez compris, c'est pour faire du pied à Pokémon. Ils poursuivront en lançant Robo Rider. Le concept est simple, plusieurs personnages à collectionner, que l'on peut assembler ensemble comme un Megazord et... J'ai une impression de déjà vu. Mais attendez, on est loin d'avoir fini avec les répétitions. Mais bon, ces derniers se sont terriblement vendus, et vous vous en doutez, ils seront enterrés par Lego. Au-delà de ça, cette expérience a permis de confirmer une chose. Lego et les action figures, il y a peut-être un truc à en tirer.
Donc suite à cette expérience avec les Slicer et les Robo Riders, Lego a bien compris que faire des action figures avec des pièces techniques, ça pouvait se montrer très rentable. Mais on voit bien qu'on est dans une nouvelle ère du jouet. Si tous les projets se plantent un par un, c'est bien car elles ne portent rien avec elles. Pas d'histoire, pas de mythologie, pas de matière à réfléchir. Donc on demande à Chris un univers complet et palpable. Le nom du projet, Bones Heads of Voodoo Island. Le concept est nouveau pour Lego, et donc quand c'est nouveau, ça fait peur. Et Lego donnera un petit budget pour Chris et ses équipes. Il préfère miser en interne sur un autre projet. D'autant plus que la direction artistique du projet va aux antipodes des styles actuels de jouets. En effet, Voodoo Heads sera inspiré de la culture maori, que ce soit les gravures ou les dessins et même des îles de Pâques, mais aussi dans les noms. Et le concept des figurines, ce serait que quand ils peuvent se battre, et en se battant, ils pourraient perdre leur tête, si on frappe assez fort. Cependant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout ça c'est nouveau pour Lego. Alors imaginez leur tête quand on leur annonce que le projet a une DA complètement originale, et que le but c'est de se taper dessus. Lego va alors leur dire stop, et l'équipe va devoir recommencer le travail du début. Ils garderont tout de même l'esthétique globale maori et des îles de Pâques. Et une idée vient alors à Eric Kramer, les masques. C'est ça qui va faire que ce jouet plus qu'un autre. C'est ça qui fera la différence. Alors on remanie la formule, on revoit les figurines, et maintenant, il faut trouver un nom. On a eu le droit à Bionites, Evoids ou encore Afterman. Mais finalement, le dévolu de l'équipe sera jeté sur Biological Chronicle, qui, si on le raccourcit, donne Bionicle, find the power, live the legend. Le souhait était simple. L'univers devait se détacher de la Terre, sans trop être méconnaissable, et devait se situer dans une temporalité imprécise. Est-ce le passé? Est-ce le futur? Nul ne le sait. Car l'une des choses fascinantes avec Bionicle, c'est ce mélange de primitif et de futurisme, mais surtout, sa conception de la vie elle-même. Et c'est notamment dû au passé de notre cher Chris. Il faut savoir qu'il a alors de gros problèmes de vue. Et là, vous me direz que vous aussi, et que ça vous a pas tué, sauf que lui, il a une tumeur derrière l'œil, à une zone très spécifique qu'on peut pas atteindre. Chris a donc un traitement pour empêcher la tumeur de grossir, mais quand il apprend ça, il est dévasté. D'autant plus que le traitement en question l'épuise, et il ne peut pas travailler comme il le souhaite. Et il se questionne sur la vie, son sens, mais notamment sur un point, la complexité de notre corps humain. Très honnêtement, je connais aucun jouet qui aura essayé de faire une histoire comme celle de Bionicle. Et en parlant d'histoire... Il était une fois une île nommée Matanui. L'esprit bienveillant du monde était plongé dans un sommeil profond. Tant que le grand esprit dormait, l'ombre s'étendait, menée par Makuta, le maître des ténèbres. Une ancienne prophétie parlait de 6 héros, qui chasseraient l'obscurité et ramèneraient la lumière en ce monde. Un jour, 6 étoiles tombèrent du ciel, et de ces coques brisées sortirent des guerriers sans mémoire. Ils ne savaient pas qui ils étaient, ni pourquoi ils étaient là. Mais chacun portait en lui un pouvoir ancien. Nos héros se nomment Toa Mata, et ils représentent chacun un élément composant Matanui. Toa Taou, le feu, Toa Gali, l'eau, Toa Kopaka, la glace, Toa Lewa pour l'air, Toa Onua, la terre, et Toa Pouta, la pierre. Les Toa viendront en aide aux Matoran, les villageois de Matanui, et ceux-ci sont dirigés par les Turaga, les sages du village. Ils font face aux Rai, la faune sauvage manipulée par Makuta, maître des ténèbres. Pour défaire le mal de ce monde, ils se mettent en quête de Kanoi, autrement dit, les masques de pouvoir. Ils parcourent alors Matanui afin d'en récupérer un maximum pour affronter Makuta. L'équipe créative de Lego et ses têtes pensantes ont vraiment créé une mythologie à l'image des mythes maoris et polynésiens. Matanui est un équivalent de Tanemauta, dieu lumière, de la forêt, et qui sépare la terre et le ciel. En gros, le monde n'est pas créé par Dieu, il est Dieu. L'idée même des Kanoi provient de l'idée que les tatouages et les masques procurent un pouvoir spirituel dans la culture maori. Bionicle, c'est bien plus de la réinterprétation que de la création pure et dure. Mais le monde est là, et tout le monde dans l'équipe sentait qu'il participait à quelque chose de plus grand qu'une simple nouvelle gamme. C'était une œuvre d'art, une licence. D'ailleurs, en parlant de licence, c'en est où avec Star Wars ? Gilles voit bien que le conseil d'administration de Lego est contre cette idée. Elle décide alors d'user de stratégie.
C'est pas compliqué, en 1998, Lego a besoin d'argent. C'est leur première année où ils doivent appliquer un plan social, et ils ne peuvent pas se permettre d'énormes pertes d'argent, et donc aucune prise de risque. Gilles, lors de sa présentation, fait le choix judicieux de parler de cas de Kenner. Ah. Je vois déjà les yeux de certains s'illuminer au fond de la salle, rien qu'en entendant ce nom. Pour résumer, Kenner, c'était une petite entreprise de jouets qui n'était pas vraiment lucrative. Puis en 1977, il signe pour produire des jouets tirés d'un film. Vous connaissez peut-être An adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Ils se retrouvent en rupture totale pendant plus de 6 mois. Bref, ils avaient décroché le pactole, et Star Wars a tenu l'entreprise jusqu'à leur rachat par Hasbro en 91. Gilles, en mettant cet exemple en avant, savait qu'il pourrait séduire le côté marketing. Mais Lego, c'est aussi une philosophie. Pacifiste, du moins pour ce qu'il en reste, et de créativité. Et reconnaissez que c'est plutôt dur d'imbriquer ça avec la guerre des étoiles. Alors, il faut présenter Star Wars comme ce qu'il est. Une philosophie et un récit mythologique. Un combat pour l'équilibre spirituel, et surtout, un univers vaste où tout peut exister. On n'a pas trop de détails sur ce que Gilles a exactement dit pour rassurer le groupe en lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est que Lego signe le contrat avec Lucasfilm. Voilà. Ça, c'était la partie facile. Parce que maintenant, faut que la sortie des sets corresponde à ceux du film, c'est-à-dire dans 12 mois. Pour tout faire! Alors, pour donner un exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 ans de travail pour la première vague. Et c'est une véritable course contre la montre qui va être lancée. De retour à Billund, Gilles se met à la tâche avec les designers. Et cette première expérience sera décrite d'étrange pour tout le monde chez Lego, car plusieurs choses vont changer. Numéro 1, Lego n'est plus le décisionnaire de s'ils doivent sortir ou non leurs produits. Numéro 2, ils vont devoir travailler sur un univers déjà existant et donc recréer les designs en Lego. Numéro 3, et la plus compliquée, il va falloir faire des visages d'acteurs réels. Comme le disait Antoine Binet, il n'est pas chose aisée de créer un visage pour une figurine Lego. On peut pas juste imprimer un visage d'acteur sur la figurine. Il faut qu'elle reste réaliste, mais colorée, car en effet, ça reste un jouet. Bien sûr, autre chose va s'en mêler, le décalage horaire. Imaginez, vous êtes en situation d'urgence, il y a tout à refaire, du sol au plafond, et la moindre de vos décisions doivent être reconfirmées par un type qui habite à l'autre bout du monde, entre 7 et 10 heures de décalage horaire avec vous. Et en plus, tout ça en anglais. Je vous rappelle que Lego, ils sont danois. Cela dit, c'était un détail. Tout le monde parlait bien anglais, mais le problème, c'est qu'il fallait bien tout reconfirmer pour être sûr de ce qu'il venait d'être dit. Au-delà de la nouveauté que représentait ce partenariat pour Lego, les deux entreprises se sont très bien entendues, et ont longuement discuté, partagé leur méthodologie, et la mise en valeur de leurs compétences respectives. En bref, la force de la créativité. Mais avec si peu de temps pour eux, est-ce que Lego saura se montrer à la hauteur ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Le premier set Lego Star Wars est offert durant le Toys Fair en février 1999. En gros, c'est un forum des associations, mais pour les compagnies de jouets. C'est une petite boîte tirée à environ 200 exemplaires, représentant le duel final de l'épisode 6. Mais la sortie grand public se fera en juin, et c'est un carton. Les Lego se vendent comme jamais, et ce seront plus d'1 million d'unités vendues en moins de 3 mois. Certaines régions se retrouvent carrément en rupture de stock. Les sets mis à l'honneur seront évidemment ceux de l'épisode 1, sorti la même année. Mais pas que, car Lego a aussi pensé aux plus nostalgiques avec des ensembles de la trilogie originale. Et regardons tout de suite ce que cette gamme nous a apporté comme innovation. Voici le 7112 Naboo Swamp, un petit set certes, mais qui est une véritable niche de nouveautés. En effet, on nous propose 4 figurines, et pas des moindres. La première apparition du meilleur personnage de toute la saga, Jar Jar Binks, avec la toute première tête moulée. Et même s'il n'y a pas réellement de détails, admirez-moi ce moule tellement précis qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, nous avons 2 droïdes de combat. Ici, les designers ont trouvé un compromis tellement ingénieux qu'encore une fois, aujourd'hui on l'utilise encore. D'ailleurs, c'est la figurine Lego la plus vendue de tous les temps. Et pour finir, Qui-Gon Jinn. Une première version très réussie, représentant le tout premier acteur jamais fait en Lego, Liam Neeson. Sans oublier la pièce maîtresse de cette gamme, le premier sabre laser. Son manche et le tube lame
font leur première apparition ici. Mais on peut le dire, c'est une véritable innovation brickastique. Les détails apportés sur le corps et le visage de la figurine arrivent habilement à lier les traits de l'acteur et ce côté joué du Lego. Et encore une fois, tout ça a été sculpté et designé par notre cher Nils Milan Penderson, celui qui avait déjà révolutionné la figurine avec la gamme pirate. Le set, quant à lui, reprend cet artwork de conception, et c'est très important de comprendre ça. Lego travaille essentiellement sur des artworks, et c'est pour ça que certains sets peuvent donner l'impression d'être hasardeux. Mais bon, même si c'est pas sur des artworks, ça reste hasardeux. Voici le 7110 Luke Landspeeder, un petit set qui néanmoins comporte deux grands personnages, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Deux figurines, encore une fois, très réussies. Ainsi que le Landspeeder qui, dans la forme, est juste, mais les designers de Lego étaient daltoniens. Il est rouge le speeder de Luke, pas sable. Tu n'es pas audio plastique, tu n'es pas brick fan, reprends-toi. On va passer sur les autres sets de l'épisode 1, mais si ça vous intéresse de les redécouvrir, la chaîne de Kelton Davis l'a très bien fait. Mais je souhaite tout de même revenir sur une figurine en particulier. Une pièce d'orfèvrerie. Un niveau de détail sans précédent, il frôle la perfection. Voici, à mes yeux, l'une des meilleures figurines de tout Lego, et elle reste un classique parmi les classiques, et jamais égalée, malgré ses multiples versions. J'en profite pour parler d'un autre bijou, Dark Vador. La figurine parle d'elle-même. Le moule, les gravures, cette figurine est réellement impressionnante. En 99, c'est ça la figurine Lego lambda, et là, on est encore un cran au-dessus niveau détail. Et c'est avec brio que Lego a su brillamment adapter Star Wars et tous ses personnages dans ce monde de briques. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. R2D2 et C3PO. Voici le 7106 Droid Escape, représentant la capsule du Tantive 4 dans lequel nos deux droïdes préférés s'enfuient. Encore une fois, beau boulot les gars. Mais il y a un petit hic. Autant R2D2 a eu le droit à sa première apparition en 99, autant là, ce set, il est sorti en 2001. Et c'est bel et bien la première apparition de C3PO. Après, son apparition tardive est facilement explicable. Quand on voit les délais serrés de production des 13 premiers sets, il fallait se douter que les équipes feraient un choix drastique sur les figurines et les moules à produire. Et donc notre cher C3PO est passé à la trappe jusqu'en 2001. D'une manière générale, les designers ont su capturer l'essence même de Star Wars dès cette première vague. Lego, sans le savoir, vient d'entrer dans une nouvelle ère. Mais bon, ça, on le verra à la prochaine trilogie de fin d'année. En attendant, retournons du côté de Chris. Avec la gifle que Pokémon a donnée à l'industrie du jouet, si Lego veut voir l'une de ses gammes prospérer, il va falloir qu'elle s'adapte. Et c'est l'une des forces de Bionicle. C'est que l'histoire de cet univers permet de s'exporter partout. Un accord est alors passé entre les équipes marketing, les designers et les écrivains. Les trois pôles doivent être en accord sur toutes les décisions prises autour des sorties de produits. Et vous l'avez peut-être déjà compris, mais l'une des grandes forces de Bionicle, c'est aussi cette cohérence constante dans son récit. Et c'est ça qui va créer l'engouement autour de la gamme. C'est alors d'un amour sincère que toutes les équipes développent les parcelles de cet univers. En comics tout d'abord, publié par DC Comics, nous parlons du légendaire. Ensuite, un site internet dédié à l'univers est créé, et celui-ci nous permettait de découvrir les environnements de Matanui, ainsi que les différents villages la peuplant. Il y a eu aussi des CD vendus dans des boîtes de céréales qui permettaient de voir des cinématiques mettant en scène les différents Toa à l'image des pubs qui passaient à la télé. On a aussi eu des romans écrits par Greg Farshtey dans lesquels nous pourrons découvrir un peu plus sur les différents Toa ainsi que leur succès. Mais que serait Bionicle sans ses figurines ? Voici le 8534 Tau, la plus iconique et reconnaissable des figurines Bionicle. Les détails de cette figurine sont minimes. Il possède un mécanisme dans son dos qui lui permet de donner des coups, son masque peut se retirer facilement, et c'est tout. Les designs des premiers Bionicle sont simples et assez efficaces. On est face à un produit qui se réduit à son strict minimum, ne proposant quasi que ses fonctionnalités. Je n'ai pas grand chose à dire, à part que cet aspect amas de pièces renforce réellement le mystère autour du produit. L'étrangeté de ces figurines est tout bonnement géniale. Et de même pour le packaging. Tout comme Slicer, les figurines seront vendues dans des canettes. Mais cette forme est une référence directe aux capsules dans lesquelles les Toa arrivent sur Matanui. Aussi, leurs couleurs représentent leur élément,
permettant d'identifier facilement les personnages, tout comme leurs masques d'ailleurs. On va comparer avec Galidor, lequel vous attire le plus le regard. Vous me direz Bionicle, car c'est intriguant comme produit. C'est étrange, c'est original, c'est quasi mystique. Là où Galidor, c'est plat, lisse, déjà vu et mal pensé. Du moins, ce que mon regard d'enfant communique. Les chiffres de vente de Bionicle sont alors colossales à leur sortie. Ils généreront plus de 150 millions de dollars de recettes leur première année. Et au terme de la gamme en 2010, ce sera plus de 190 millions de figurines Bionicle qui se seront vendues dans le monde. Avec un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces figurines. Et demandez à n'importe qui ayant eu ces jouets étant petit, ils ne vous parleront que d'une chose, l'histoire. Et si là vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'onglet Histoire qui s'affiche, c'est simple, je ne compte pas en parler. Tout simplement parce que, il y en a vraiment pour 10 heures, et c'est pas une blague. Après, il y a plein d'autres chaînes spécialisées qui l'ont fait, donc n'hésitez pas à aller vous documenter dessus. Mais en tout cas, je compte bien parler d'une chose qui a marqué absolument tout le monde. Le film Bionicle, le masque de lumière. In the time before time, far beyond all you imagine, there is an island paradise where legends are real. Bionicle, le masque de lumière, est un film sorti en 2003. Celui-ci est une petite révolution en soi-même. D'une part, c'est le premier film Lego de l'histoire, et de deux, il est intégralement en 3D CGI. Et pour l'époque, ce n'est pas rien. Une sortie d'un film 3D de qualité en 2003, c'est encore un événement pour l'époque. Et surtout, le film est vraiment bien. Avec la mythologie proposée par Bionicle, le film reste sérieux, se laissant quand même une certaine dose de légèreté. Il est fait avec soin et respect. Et autre chose, c'est pas qu'une pub qui prend ses consommateurs pour des débiles. Résultat des courses, même si le film n'est pas sorti en salle, c'est un carton total à l'international. Son budget de production était de 5 millions de dollars, et il en a rapporté... Non, je plaisante, on n'a pas de chiffres sur les ventes de DVD. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été rentable à la pire période financière de Lego. Si je vous parle de ce film, ce n'est pas pour en faire une analyse détaillée ou encore rentabiliser mon prêt étudiant, non, là c'est pour parler stratégie commerciale. On va comparer deux productions Lego de l'époque, Galidor et Bionicle. Je vais pas refaire ma partie 2, donc en résumé, Galidor c'est un show télévisé, des figurines Lego, des jeux vidéo, un site internet et des bandes dessinées. À côté, on a Bionicle. On nous propose des films, des figurines Lego, des jeux vidéo, un site internet et des bandes dessinées. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de différence, à l'exception d'une, leur date de sortie. Bionicle sort en 2001, avec tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début de la vidéo. Galidor, c'est en 2002. Bionicle a eu un coup d'avance, mais en vérité, les deux auraient pu coexister. La vraie raison de l'échec de Galidor, c'est celle-ci. Acheter Bionicle, c'est obtenir une clé de compréhension d'un monde qui nous dépasse. Galidor, c'est du merchandising générique d'une série qui l'est tout autant. Ce film a permis une toute nouvelle manière d'exporter du Lego, le cinéma, en collaboration avec Universal, puis Warner Bros. À partir de 2010. Mais on garde ça pour un prochain épisode. Je vous le rappelle au cas où, mais en 2003, Lego est en déficit d'environ 300 millions de dollars. Et même si Bionicle et Star Wars se montrent rentables, et prouvent que l'entreprise peut être encore attractive, ce n'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, il est enfin temps pour moi de vous révéler ce qu'il y a vraiment sauvé Lego. On entend à tort aujourd'hui que Lego aurait été sauvé par Bionicle et Star Wars. Et c'est en partie vrai, mais ce n'est pas la raison qui les a sauvés. La vraie raison, c'est leur restructuration. Après l'échec cuisant de Galidor, c'est la goutte de trop. Toutes leurs tentatives de rencontrer à nouveau le succès se sont montrées inefficaces et ont même coulé l'entreprise. Les deux seules choses à avoir fonctionné en quasi 10 ans, c'est Star Wars et Bionicle. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi ces gammes en particulier, vous plaisent-elles autant ? Parce qu'elles vont à l'essentiel. Ce sont des jouets. Quand on les voit, on va à l'essentiel. Ça, c'est une figurine de robot mystérieuse, et ça, c'est une scène de mon film de SF préféré. On se pose pas de questions, c'est simple, et ça laisse place à notre imagination. Et c'est pour cette raison qu'on y est attaché. En cette année 2003, voici le mot d'ordre. On retourne à l'essentiel. Plus de Galidor, de confection compliquée ou quoi que ce soit. Non, on enrichit ce qui existe déjà, en utilisant ce qui existe déjà, et autant que possible. Pour redresser l'entreprise, d'un point de vue purement industriel, 3 décisions sont appliquées. 1. Standardisation des pièces. Suppression de certaines pièces,
Retour à la modularité. Au niveau des équipes créatives, elles seront beaucoup moins nombreuses. Mieux suivies, avec des délais plus courts afin de valider les projets plus rapidement. Ensuite, Lego voulait avoir la main sur tout. Les jeux vidéo, les séries, les films, en ouvrant un tas de branches en interne, c'est fini. Maintenant, Lego collabore avec d'autres sociétés. Ce sont des fabricants de jouets et pas Hollywood. Le problème depuis le départ, ce sont les décisions prises par Cage, très émotif dans ses choix, acceptant trop de projets à la fois, sans trop de réflexion. C'est une entreprise familiale, et donc on choisit en fonction de principes, et non en fonction d'évolution de marché. Ce qui, inévitablement, nous amène à la situation de crise de 2003. Cage est donc sous pression. Avec tant de dettes, son consultant financier, Jörgen Vig Knutstorp, lui annonce que le problème de Lego, ce ne sont pas ses produits, mais son modèle économique. Après ce diagnostic, Cage démissionne et laisse la place à Jörgen afin de remettre le groupe à flot. À partir de là, Lego va se sortir de cette situation à coup de discipline financière, une logique industrielle et notamment des décisions pragmatiques. La gamme n'est pas rentable, alors on l'arrête. Les parcs Legoland coûtent trop cher, alors on les vend. C'est une discipline qui va les sauver de la faillite, car si Cage n'avait pas pris la lourde décision de déroger à la tradition familiale, Lego n'existerait plus aujourd'hui. Cependant, la famille Christiansen est encore dans l'entreprise. Ils s'assurent tout de même de l'indépendance de Lego. Aujourd'hui, la dette de Lego s'élève à 75 millions d'euros. Pour une entreprise de cette taille, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de son fonctionnement et toutes les entreprises ont une dette plus ou moins significative. Maintenant, on peut enfin passer à la conclusion de cette série. Bionicle et Star Wars ont à jamais marqué les esprits. L'un pour sa mythologie qu'il a su transmettre, et l'autre pour les aventures et les moments qu'il a pu créer entre plusieurs générations. Bionicle s'arrêtera malheureusement en 2010, en partie à cause du lore devenu trop vaste, trop dense, étalé sur plus de 10 ans. Star Wars, de son côté, connaîtra une baisse significative de qualité en tant que jouet, et la hausse des prix le range officiellement dans un objet de collection à l'heure actuelle. Et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Chris, lui, se retirera progressivement de Bionicle à partir de 2004. Il deviendra écrivain, mais sans briques cette fois-ci. Et quant à Jill Wilfert, elle sera chargée de tenir les relations entre Lucasfilm et Lego. Elle dirigera aussi toutes les gammes à licence par la suite. Et une chose est sûre, ils font bel et bien partie des briques de l'histoire. Quand j'ai commencé cette série, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Pourquoi ce titre? Pourquoi la mort de Lego? Eh bien la raison est simple. Lego est littéralement mort. Les 3 règles d'origine ont été franchies, et la famille Christiansen ne tient même plus l'entreprise. Alors oui, Lego est mort. Lego de Hall Christensen est mort. Mais en même temps, comment survit-on? Eh bien en s'adaptant. Et Lego, avec son attachement aux valeurs familiales et aux traditions, ne s'attendait pas à changer à ce point-là. La chute a été violente, mais Lego a su se relever. Pas tout à fait le même, pas exactement avec les mêmes valeurs, mais Lego a survécu. Et ça s'est joué de peu. Aujourd'hui, Lego continue de sortir des boîtes, et génère plus de 2 milliards de bénéfices annuels. Et vu leur prix, c'est vraiment pas étonnant. Dans cette série, le message le plus important à mes yeux, c'est celui-ci. Il faut savoir tomber, mais surtout se relever. Car paradoxalement, même si toutes ces gammes n'ont vraiment pas marché, aujourd'hui encore, nous sommes intrigués par ce qu'elles représentent et ce qu'elles peuvent susciter en nous, rien qu'en les regardant. Même les échecs d'hier peuvent devenir la richesse d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que Lego recommence à se perdre. Mais bon, espérons que je me trompe. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir suivi dans cette mini-série La mort de Lego. Je vous remercie et n'hésitez pas à soutenir l'émission, toujours en faisant un don sur Tipeee ou en la likant, et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Le mois prochain, on va se retrouver avec autre chose, un peu spécial, toujours des briques, mais pas du Lego. Sur ce, construisez l'avenir, c'était Evie, ciao! Mon nom est Samantha. Je vais vous raconter comment tout a commencé.